Salut! T'es en train de regarder ma vidéo de récap ciné de 2017. J'ai rangé les films par catégorie arbitraire dans lesquels j'ai sélectionné mon film préféré à chaque fois. Normalement, il y en a pour tous les goûts, donc à moins que ton kiff ce soit juste les films guatémaltèques sur la pêche à la truite, tu trouveras ce que tu cherches. Ça c'est marrant. Et sinon, tant pis pour toi. J'ai regardé environ 150 films dont tu trouveras le lien quelque part par là dans la description. Du coup, j'ai matière à pas trop dire n'importe quoi. Si tu les as vus, tu peux venir en débattre plus bas quelque part par là. Et sinon, je te conseille de les regarder parce qu'il y a quand même des trucs importants et à voir. Du coup, c'est parti. Si une grande partie des blockbusters ne cherchent pas plus loin que le simple divertissement en présentant des coquilles clonées et vides, certains tirent leur épingle du jeu en alliant spectacle et profondeur. C'est le cas de cette nouvelle trilogie de la vieille licence La Planète des Singes et, plus particulièrement, de ce dernier opus. Ici, on oublie les costumes comme à l'époque de Charlton Heston pour des représentations animales numériques. Et ce film est la preuve que cette technologie peut servir un propos. En effet, les singes sont d'un réalisme bluffant et toute l'histoire de guerre contre l'humanité est mise en valeur par des partis pris originaux. Ainsi, la plupart des singes ne parlent pas et sont sous-titrés. La structure de l'histoire s'adapte pour que même les scènes d'action restent à hauteur d'homme et demeurent centrées sur la question soulevée de manière récurrente: qu'est-ce qui fait notre humanité ? Le tout est d'une grande efficacité, provoquant de puissantes émotions au fur et à mesure des interrogations qui nous parcourent et des parallèles avec l'actualité mondiale. Grave arrive comme un cheveu sur la soupe dans la production française actuelle, bien sage et calibrée. Et s'il a sûrement été difficile de financer un projet qui sort des sentiers battus, le résultat est complètement fou et dépasse les attentes. Julia Ducournau signe en effet un premier film totalement envoûtant et plein de promesses. L'histoire de cette jeune fille se découvrant cannibale et jusqu'au boutiste ne lésine pas sur le gore tout en sachant garder en ligne de mire un propos fort dans un récit initiatique métaphorique où l'actrice principale cristallise une horreur terriblement humaine. Le récit est maîtrisé de la première minute jusqu'à une fin qui marque les esprits et nous laisse avec la charmante impression d'avoir pris un violent coup de poing cinématographique. Si l'on entend souvent que les films français sont mauvais, celui-ci est à lui tout seul un contre-argument. Voici une jeune réalisatrice dont il faudra à coup sûr suivre le parcours dans les prochaines années. La machine à rêve de Pixar est toujours en marche. Même s'il connaît parfois des baisses de régime, le grand studio d'animation américain reste assez constant et nous livre encore un film rafraîchissant qui ne s'élève pas au rang de chef-d'œuvre comme ont pu le faire Wall-E ou vice-versa, mais qui procure un bon moment où l'on découvre une culture assez rare dans le cinéma grand public, la fête des morts au Mexique. Si le postulat de départ de l'histoire est vu et revu, les péripéties et l'univers confèrent à l'ensemble un souffle qui emporte le spectateur. Des thèmes plus sérieux sont alors abordés comme le plagiat ou le meurtre vénal et arrivent des retournements plutôt bien amenés. Visuellement, le studio a effectué des prouesses tant l'ensemble est grandiose, coloré, dynamique et rempli de bonnes idées. Finalement, si le message porté par le film est loin d'être inédit, il n'en demeure pas moins important et convoyé de bonne manière. Et si le public des petits sera émerveillé, les adultes ne sont pas laissés sur la touche avec des références glissées comme le personnage de Frida Kahlo, évoquant la peintre mexicaine. La cérémonie des Oscars et le Festival de Cannes sont deux occasions de découvrir des films qui peuvent s'avérer intéressants, voire parfois surprenants, même s'il y a aussi des déceptions. Cette année, c'est Moonlight de Barry Jenkins qui a remporté la statuette du meilleur film, malgré un certain cafouillage. Cette récompense est néanmoins totalement méritée tant l'histoire est juste et sobrement mise en scène, tout en délicatesse. Il nous est donné de suivre la vie de Chiron, un jeune afro-américain des quartiers défavorisés de Miami, qui va essayer de grandir dans ce monde difficile en découvrant qu'il est gay. L'originalité vient notamment du fait que nous découvrons ce personnage à 3 périodes de son existence, interprété par 3 acteurs différents, tous remarquables. Le scénario est subtil et saura manier ses propos pour éviter les clichés ou la caricature, approfondissant la relation particulière de Chiron avec sa mère, son entourage scolaire et l'homme qu'il a pris sous son aile pour l'aider à survivre dans ces rues. Un vrai moment suspendu où tout semble se coordonner pour laisser le spectateur muet d'admiration. Il nous fallait un miracle.
Okja n'a pas remporté de prix à Cannes mais aura fait parler de lui puisqu'il a eu le malheur d'être financé par le géant de la VOD Netflix, ce qui constitue, selon l'institution cinématographique, un péché irréparable. Outre la polémique idiote qui a été engendrée, le film sud-coréen aborde des sujets brûlants de l'actualité comme la manipulation génétique et la question de la philosophie végétarienne. Si au premier abord l'ensemble peut paraître très manichéen, quelques subtilités viendront remettre en cause cette bipartition. L'animal Okja est rendu touchant et vulnérable par le biais d'un mutisme et d'un regard dans lequel on peut lire beaucoup de choses. Et s'il s'agit d'un cochon, un animal génétiquement très proche de l'homme, ça ne paraît pas être une coïncidence. Le scénario ne connaît pas de temps mort et possède une structure très dynamique. Il est doté de personnages hauts en couleur, parfois volontairement caricaturaux, et offre une fin assez ambiguë. Les acteurs s'en donnent à cœur joie pour interpréter des protagonistes excessifs. En témoigne le rôle de Jake Gyllenhaal, qui ne nous avait pas habitués à tant d'excentricité. C'est un inconnu. On va le laisser dormir chez nous. Darren Aronofsky est un auteur atypique. Ses œuvres constituent une filmographie assez pessimiste quant à son regard sur l'être humain, comme en rend compte la précédente vidéo sur son Requiem for a Dream. Si Mother était attendu au tournant, on peut dire qu'il aura divisé et fait couler beaucoup d'encre. D'aucuns l'ont qualifié de conte grotesque enchaînant des scènes éhontément longues vers un final à la violence inutilement outrancière, d'autres vers lesquels je me situerai, voilà un projet dense et complètement fou doté de multiples interprétations et d'une réalisation mettant en valeur une atmosphère étouffante autour d'une Jennifer Lawrence au jeu irréprochable. La grande débauche finale vient assommer le spectateur et créer un malaise certain, propice à appuyer le propos misanthrope et terriblement noir du réalisateur. Mother est un film qui ne laisse pas indifférent et qui vient provoquer le public pour le faire réagir, et les nombreux débats qui ont suivi prouvent qu'il a réussi sur ce point. Ce genre de métrage est devenu bien trop rare aujourd'hui pour laisser passer celui-ci sans l'honorer. Le cinéma de genre se contente souvent de budgets moindres, mais ce n'est pas un problème quand on trouve derrière des idées fortes mises en place avec passion et envie. Thelma possède quelques points communs avec Grave cité précédemment, un jeune personnage principal féminin qui, en fin d'adolescence, se découvre des inclinations vers des désirs que sa famille a tenté d'enfouir. Toutes ces nouveautés vont l'amener sur un parcours chaotique où elle va essayer de trouver sa place. L'histoire possède aussi des points communs avec le Carrie de Brian De Palma, mais arrive tout de même à se façonner une identité en flirtant sans cesse entre réalité et imaginaire, dans une narration côtoyant constamment le fantastique. Visuellement, l'ensemble baigne dans des couleurs froides et les cadres peuvent s'avérer oppressants pour nous enfermer dans le quotidien de la jeune Thelma. L'actrice principale tire son épingle du jeu en retranscrivant efficacement la complexité du mélange d'émotions qui tiraille le protagoniste. Thelma est un film qui a su créer la surprise et proposer un récit qui habite encore à la fin du visionnage. Le cinéma indépendant offre souvent des pépites et pour cause, les grands studios n'ont pas d'emprise sur ces projets, ce qui laisse une liberté d'expression et d'expérimentation aux artistes. Ainsi, on viendra chercher ici des films qui sortent un peu des sentiers battus, qui proposent du nouveau ou qui disent tout simplement ce qu'ils ont à dire avec sincérité. A Ghost Story abonde dans ce sens et demeure une expérience sensitive extraordinaire. Il ne s'agit pas du tout d'un film d'horreur comme le laisse à penser l'affiche, mais d'une œuvre à part dans laquelle les morts reviennent sous un drap blanc percé de trous et observent leurs proches continuer leur vie. Les scènes sont très longues et lentes, il y a peu de dialogue mais l'alchimie est immédiate. La magie du cinéma opère et procure des émotions fortes, étonnamment difficiles à expliquer dans un métrage qui ne possède finalement pas d'histoire à proprement parler. Par exemple, un plan séquence sur Rooney Mara assise silencieusement sur le sol de sa cuisine en train de manger une tarte. C'est très long mais jamais trop. Inutile d'en dire plus tant ce film échappe à l'entendement. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis. Certains blockbusters possèdent une publicité agressive et nous laissent dans l'incapacité de les ignorer, d'autres films au budget plus limité passent injustement inaperçus. C'est le cas de Brimstone qui n'a pas fait de vagues et qui a connu une distribution confidentielle alors qu'il s'agit d'un très bon métrage. L'histoire prend place aux États-Unis au XIXe siècle et s'inscrit dans le genre du western. L'originalité vient ici du fait que le personnage central n'est pas un cow-boy ou un bandit mais une femme, poursuivie par un prêcheur dangereux et enclin à des folies propres à l'extrémisme religieux.
Dakota Fanning campe merveilleusement cette jeune héroïne dont le parcours sera éprouvant, pour elle comme pour le spectateur, justifiant son interdiction aux moins de 16 ans par une violence physique et psychologique importante. Inutile de s'étaler davantage sur les qualités indéniables de Brimstone, tant il est agréable de le découvrir vierge au maximum d'informations. Ce film est la preuve qu'il faut chercher plus loin que ce que l'on nous montre pour dénicher certains joyaux. Même si je ne connais pas tous les films à venir en 2018, certains ont attiré mon attention, et notamment La forme de l'eau. Le Mexicain Guillermo del Toro est passé maître dans le film fantastique ces dernières années, avec des projets comme Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim ou son implication dans la trilogie du Hobbit. Si je ne connais que peu son œuvre, la bande-annonce et les informations sur son dernier long-métrage m'ont incontestablement intéressé. L'histoire prendra apparemment place dans une cité sous-marine à l'esthétique délicieusement rétro, où des expériences scientifiques sont menées, et se focalisera sur une jeune femme sourde qui va apprendre à communiquer avec une créature de synthèse. Le film ne semble pas chercher la folie des grandeurs de Pacific Rim, mais à s'intéresser à une relation riche entre deux êtres foncièrement différents dans un cadre sublime. Il semblerait que le résultat soit visible en janvier dans les cinémas de France, et il faut espérer que l'univers et la narration soient aussi poétiques et mystérieux que la bande-annonce et le titre du film le laissent présager.